Christian Glimpertinga est un nom qui résonne avec une certaine terreur dans l'histoire allemande. Ce brigand infâme du XVIe siècle a acquis une notoriété durable pour ses activités criminelles qui, selon les légendes, ont duré sur plusieurs décennies. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose de plonger dans la vie de Glimpertinga et d'y explorer les contextes sociaux et historiques de son époque en décryptant la frontière entre les faits et les mythes dans son histoire. Le 16e siècle, en Europe, c'est une période de transformation sociale, économique et religieuse. La réforme protestante menée par Martin Luther à partir de 1517 a secoué les fondements de l'Église catholique et provoqué des conflits religieux internes. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo sur les guerres de religion en prenant pour exemple la Saint-Barthélemy. Vous irez voir ça juste là. Simultanément, l'Allemagne est une mosaïque de principautés, de duchés et de villes libres, souvent en proie à des querelles féodales. En plus de ça, les routes commerciales qui traversent ces terres sont dangereuses, infestées de bandits et de mercenaires démobilisés, cherchant à survivre par tous les moyens. Les détails précis concernant les origines de Christian Glimpertinga sont obscurs. On sait peu de choses sur sa naissance et son enfance. Certains récits suggèrent qu'il a commencé sa carrière criminelle à un jeune âge, se tournant vers le bandisme pour échapper à la pauvreté et aux violences de la guerre. Il est souvent décrit comme un bandit de grand chemin, mais ses activités vont bien au-delà de simples vols. Selon les récits, il aurait établi une base dans une région forestière d'où il dirigeait ses opérations. Il est rapporté qu'il aurait construit un réseau de caches et de repères souterrains pour échapper aux autorités. Son mode opératoire inclut le vol de riches marchands et de nobles qui voyagent entre les villes. Il capture ses victimes, les séquestre et demande des rançons exorbitantes. Ceux qui ne peuvent pas payer sont tout simplement tués. La cruauté et l'efficacité de ce meurtrier dans ses crimes lui ont valu une réputation de terreur parmi les habitants et les voyageurs. La légende veut que Christian ait échappé à la capture pendant plus de 20 ans jusqu'à ce qu'une trahison interne ne mène à sa chute. Un de ses complices, lassé de vivre dans la peur constante et attiré par la promesse d'une récompense, aurait dénoncé sa cachette aux autorités. Il est finalement capturé et jugé. Son procès, s'il y a lieu, aurait été expéditif et il fut condamné à une mort atroce. La méthode d'exécution était destinée à refléter l'horreur de ses crimes. Il fut rompu sur la roue, une méthode de torture et d'exécution lente et très douloureuse. Ouch! La figure de Christian Glimpertinga est entourée de mystères et il est difficile de séparer les faits historiques des embellissements légendaires. Les archives de l'époque mentionnent l'existence de brigands opérant de manière similaire, mais aucune documentation solide ne confirme tous les détails de ces actes. Il est possible qu'il soit une figure composite, représentant plusieurs criminels de son temps, amalgamés en une seule légende par la tradition orale, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans les sagas norroises. Les récits de ces crimes sont possiblement exagérés. Au fil des décennies, l'histoire transforme un bandit notoire en un symbole du mal absolu. Il est devenu une figure archétypale du bandit cruel et impitoyable, un avertissement contre les dangers des routes et de l'insécurité de l'époque. Son nom est encore parfois évoqué dans des contextes littéraires et historiques, souvent en tant qu'exemple de la barbarie qui pouvait surgir dans une société en transition. Le banditisme est un phénomène courant dans l'Allemagne du 16e siècle, alimenté par des facteurs socio-économiques complexes. La fragmentation politique de l'Allemagne, avec ses nombreux États semi-indépendants, crée un environnement propice aux activités criminelles. Les tensions religieuses et les conflits incessants entre princes et seigneurs s'ajoutent inévitablement à l'instabilité. Les conditions de vie pour les classes inférieures sont souvent plus précaires que pour les autres classes qui fondent les sociétés de la fin du Moyen Âge et du début des temps modernes. La pauvreté, la famine et la désolation laissées par les guerres poussent de nombreux individus vers le banditisme comme moyen de survie. Néanmoins, il ne faut pas penser que la précarité ne peut pas toucher les classes nobiliaires. Bon nombre d'enfants cadets qui, par la loi de succession, se retrouvent sans héritage se tournent vers les activités illégales pour fabriquer leur patrimoine. Le manque de forces de l'ordre efficaces dans les régions rurales permet aux bandits de prospérer,
Les autorités locales et les seigneurs féodaux réagissent de manière variée au banditisme. Certains tentent de maintenir l'ordre par des patrouilles et des fortifications, tandis que d'autres peuvent tolérer, voire encourager des bandits pour servir leur propre intérêt contre leurs rivaux. Des campagnes sont ponctuellement menées pour éradiquer les bandits, souvent avec une brutalité égale à celle des criminels eux-mêmes. Les exécutions publiques, comme celle supposée de Genimpertinga, sont utilisées comme moyen de dissuasion en affichant les corps des criminels exécutés dans des lieux visibles pour rappeler la force de la loi. L'étude des figures historiques comme celle de Christman est difficile par le manque de sources fiables. Les récits de l'époque sont souvent influencés par la propagande, les préjugés, mais aussi les exagérations populaires. Les documents judiciaires, les chroniques locales et les témoignages, quant à eux, sont les principales sources d'informations, mais elles peuvent être fragmentaires et contradictoires. En tant qu'historien, on doit donc naviguer entre ces sources, croiser les informations disponibles, évaluer la crédibilité des témoignages pour restituer une image plausible des événements. L'importance et la place de Christman a été réévaluée par les historiens modernes qui cherchent à comprendre non seulement les actes attribués à ce bandit, mais aussi ce qu'elle représente pour les gens de son époque. Il est perçu comme un symbole de l'anarchie et de la violence qui pouvait émerger dans une société en transition. Certains chercheurs voient en lui une figure quasi mystique comparable à Robin des Bois ou à d'autres bandits célèbres de l'histoire européenne. Ces figures sont souvent des projections des peurs, des frustrations et des aspirations des populations qui ont créé et transmis à travers ces générations. Malgré l'incertitude historique, sa légende a un impact durable sur la culture populaire allemande. Son histoire est racontée et réinventée à travers les siècles, en plus d'apparaître dans des ballades, des livres et des pièces de théâtre. Christman Genimpertinga demeure une figure fascinante de l'histoire allemande incarnant les ombres de la Renaissance européenne. Qu'il ait été un criminel isolé ou une légende construite à partir de multiples récits, son histoire nous offre un aperçu précieux des turbulences et des dangers de son époque. En étudiant des personnages comme Genimpertinga, nous pouvons mieux comprendre les défis sociaux et politiques auxquels étaient confrontées les sociétés passées. Leur légende continue de captiver l'imagination, rappelant que l'histoire est souvent un mélange complexe de faits, de mythes et d'interprétations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, comme à l'habitude, je vous invite à mettre un pouce, à laisser un commentaire en dessous, activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!